bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire ce soir. Le webinaire va porter sur la régie et l'alimentation pour les chevaux de sport et la gestion des ulcères. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Catherine Pard avec nous, qui est agronome chez Purina en alimentation équine depuis 2007. Elle est passionnée des chevaux depuis toujours. Elle a pris son expérience dans un élevage de One Blood et auprès d'un vétérinaire qu'elle a suivi sur la route en montant à cheval. Puis évidemment, elle a complété son bac en agronomie à l'Université de Laval. En ce moment, Catherine, elle couvre tout le Québec puis l'Est de l'Ontario pour Purina, puis elle est autant passionnée par sa job qu'elle l'était au départ. Donc, je tiens à remercier Catherine d'être avec nous ce soir. Comme d'habitude, on va faire la conférence et puis par la suite, on va répondre à vos questions. Si vous regardez en bas de votre écran, il y a un icône marqué questions-réponses au Q&R. Vous pouvez poser vos questions à l'écrit dans cette icône-là et puis je vais pouvoir poser les questions à Catherine à la suite de la conférence. Sinon, puis quand on a le temps, on prend des questions à main levée à la fin. Donc, n'inquiétez-vous pas, on a toujours le temps de répondre à plusieurs de vos questions là, à la fin de la conférence. Donc, je vous remercie puis je vous souhaite un excellent webinaire. Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, si vous avez des questions, on va prendre le temps de répondre à toutes les questions à la fin. Inquiétez-vous pas, je ne me sauverai pas. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, la régie de l'alimentation pour les chevaux de sport avec une petite... on va insister un petit peu sur les ulcères parce qu'on en voit beaucoup. C'est quelque chose que je vois très, très fréquemment là, dans le champ. Donc, j'imagine que vous devez avoir le même genre de problème. Alors, le cheval de performance. Ce qu'il y a de particulier, en fait, il y a les mêmes besoins qu'un cheval au repos. Donc, il va avoir besoin de calories, il va avoir besoin de protéines, il va avoir besoin de minéraux, vitamines. Ce qui va changer, ça va être les quantités et les proportions. Donc, on va commencer par les calories et la cote de chair. Parce que personne ne veut un cheval comme sur la première photo pour aller au show. Okay? Pas juste parce que c'est gênant, parce que ça ne sera pas performant. Okay? Le cheval qui est trop maigre, il n'y a pas ce qu'il faut comme réserve pour pouvoir performer. À l'autre extrême, ce que je vois plus souvent, des chevaux trop gras, donc ils reçoivent trop de calories dans leur ration. Ce que ça fait, si notre cheval devient trop gras, c'est sûr qu'il est moins performant. Okay? On ne veut pas voir ses côtes, mais ce n'est pas parce qu'un cheval fait de la course ou parce que c'est un sauteur ou peu importe qu'on devrait voir ses côtes. Okay? Par contre, comme je disais, à l'autre extrême, on ne le veut pas trop gras parce que ça ne l'aidera pas dans sa performance. Vous avez juste à vous imaginer à faire une course avec un sac de 50 livres sur le dos, vous allez être fatigué. Même chose pour eux autres, ils n'auront pas la même résistance au travail. L'autre risque, c'est les coups de chaleur. On s'en va vers ça, l'été s'en vient. Donc, quand ils ont une couche de gras sur le dos, ça fait aussi une couche d'isolation. Donc, ils n'arrivent pas à bien évacuer leur chaleur, ce qui peut causer des problèmes, ce qui peut les amener à faire des coups de chaleur. À éviter, bien sûr, aussi. Mais surtout, le plus grand risque, c'est que le cheval développe le syndrome métabolique équin, donc qui deviennent résistants à l'insuline et qu'éventuellement, on a une fourbure. Donc, c'est plus facile, généralement, de réengraisser un cheval que de le faire maigrir. Parce que le faire maigrir, on ne peut pas enlever toute sa nourriture, il faut qu'il travaille plus, ce n'est pas toujours évident. Donc, on essaie de ne pas les amener à cette cote de chair-là. Faites attention aussi à ne pas confondre la masse musculaire et le gras. Okay? Parce qu'à partir d'une cote de chair de 7, le top line, donc la masse musculaire au niveau de la colonne vertébrale, peut être remplie par du gras au lieu d'être remplie par de la masse musculaire. Puis le gras, ça ne contracte pas beaucoup, ça ne force pas bien, ça aide personne. Donc, les différentes sources de calories qu'on peut servir à nos chevaux, il y a l'amidon ou le sucre. Okay? C'est une source de calories qui est très rapidement utilisable et qui est nécessaire quand on fait un sport de sprint. Donc, tout ce qui est dans le gymkhana, en fait, ils vont en avoir besoin. Dans les jump-off aussi, ça va être intéressant. Donc, vraiment, les exercices courts et intenses, la seule calorie que le cheval peut utiliser, c'est le sucre. Donc, il faut quand même en garder un minimum dans la ration. Le minimum vital pour un cheval, c'est 10 % de sucre dans sa ration totale. C'est pour ça que c'est ce qu'on vise avec les chevaux qui sont résistants à l'insuline. Par contre, le sucre ou le grain, parce que le sucre provient beaucoup du grain, d'avoine, maïs et orge, ça peut amener de l'excitabilité chez certains chevaux. Ce n'est pas tous les chevaux qui sont excitables, mais certains vont réagir au grain. Puis quand c'est le grain qui fait réagir, ça dure à peu près 2 à 3 heures après le repas, et après ça, l'énergie redescend. Pour vous donner un ordre de grandeur, une bonne avoine va contenir environ 2,9 mégacalories par kilo, versus du foin qui va être entre 1,8 et 2,2. Okay. Le gras, c'est une source de calories qui va être à plus long terme, donc pour les exercices aérobiques. Donc, à peu près tout ce qui se fait en classique, reining, plaisance, ces choses-là. On va essayer de travailler plutôt avec du gras qu'avec du sucre parce que c'est une énergie à long terme qu'on cherche.
Ça n'amène pas d'excitabilité, le gras, c'est l'avantage, OK, pour les chevaux qui sont un petit peu plus excitables. Et l'huile est très concentrée en calories versus le grain. Donc, si on regarde, l'huile végétale est presque à 9 mégacalories, puis l'avoine n'est pas tout à fait à 3. Donc, autrement dit, pour remplacer 1 litre d'huile, vous voyez le format que ça fait 1 litre, pour remplacer ça avec du grain, ça nous prendrait 3 kilos de grain. Okay? Je ne sais pas si vous voyez la grosseur de chaudière que ça fait, mais ça fait vraiment beaucoup de stock. Fait que le gras va être plus intéressant comme source de calories dans le sens où il va être plus concentré, ce qui nous permet d'avoir des moins gros repas pour notre cheval, ce qui est plus sain aussi. La fibre, c'est une source qui n'est pas très concentrée, okay, en niveau des calories. Par contre, c'est l'accumulation des calories qui vont finir par être intéressante. Parce qu'un cheval va manger peut-être 2 kg de moulée, mais il va manger 10-12 kg de foin. Donc, même s'il y a juste 2 mégacalories dans le foin, s'il en mange 10 kg, ben, ça fait 20 mégacalories au bout de la journée. Okay? Fait que c'est vraiment l'accumulation qui va faire la différence sur la cote de chair. Puis il y a des foins de différentes qualités aussi, on va les voir un petit peu tantôt, qui vont amener des différents taux de calories. La pulpe de betterave, c'est une source intéressante de fibres, dans le sens où c'est une fibre qui est très, très, très digestible. C'est ce qu'on appelle les superfibres. C'est des fibres qui contiennent beaucoup de pectine, comme les cales de soya, mais ce n'est pas si élevé que ça en calories. Le moment où ça va être intéressant, c'est quand on va avoir un foin qui va être de moins bonne qualité, des grosses tiges, du foin mature. Là, la pulpe de betterave va nous apporter une source de fibres qui va être plus digestible, qui va être intéressante, qui va venir compenser. Et la protéine, ce n'est pas une source de calories. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui va faire... Pardon, excusez-moi pour les chiens. J'aime les chevaux, j'aime les chiens aussi. Donc, ce que je disais, c'est que la protéine, on ne veut pas l'utiliser comme calorie. Okay? Ça ne fera pas engraisser un cheval. Ça va aider au niveau de la masse musculaire, mais pas au niveau du gras, okay? Ou de cacher les côtes si on veut. Parce que la protéine, pour être utilisée sous forme de calories, on doit la transformer. Donc, ça prend de l'énergie au système pour transformer la protéine en calories. Fait que le bilan énergétique est presque nul. Puis si on a un gros surplus de protéines qui n'est pas utilisé, ce qui va arriver, c'est que ça va être évacué dans l'urine sous forme d'ammoniac, puis ça va sentir l'ammoniac dans l'écurie, ce qui n'est pas désirable pour le système respiratoire, ni des chevaux, ni de nous. Ce n'est pas agréable pour personne. La protéine et la masse musculaire. Donc, dans le fond, ce qu'on évalue quand on évalue la masse musculaire d'un cheval, c'est le top line. Donc, la masse musculaire au niveau de la croupe, au niveau des reins ou du dos et au niveau du garrot. Le cheval va s'engraisser de l'avant vers l'arrière, mais va se muscler de l'arrière vers l'avant. Donc, c'est pour ça que le garrot, c'est toujours la partie qui est la plus prononcée, qui est la plus difficile à muscler, parce que ça va vraiment de l'arrière vers l'avant. Et ce n'est pas en augmentant les calories qu'on va améliorer la masse musculaire, on va juste augmenter la quantité de gras. Comme je disais, même si le dos se remplit de gras, ça n'aidera pas personne. Qu'est-ce qui va affecter la masse musculaire, entre autres? Oui, l'ajustement de la selle. C'est sûr qu'une selle qui va appuyer très fort va empêcher le développement de la masse musculaire. L'exercice, c'est sûr que si on travaille toujours notre cheval à l'envers, ben, il va se muscler à l'envers aussi. Il y a une partie de génétique de conformation, okay? Mais tous les chevaux, peu importe la race, sont possibles de muscler. On n'aura pas toute la même musculature. C'est sûr que sur un quarter horse qui fait du berry ou sur un arabe qui fait de l'endurance, ce ne sera pas le même type de masse musculaire, mais les deux devraient avoir un beau top line, devraient avoir une belle masse musculaire quand même. Il y a toujours moyen de les muscler. Ce qui va affecter le plus la masse musculaire, c'est vraiment la nutrition. On doit avoir déjà une cote de chair qui va être adéquate parce que si notre cheval est trop maigre, il va puiser dans ses réserves de muscles pour survivre, ce qui n'est pas intéressant. Puis une bonne cote de chair, comme on disait, ça ne veut pas dire une bonne masse musculaire. Fait que, ce qui va vraiment jouer sur la masse musculaire, ça va être notre niveau de protéines. Okay? Les muscles sont composés à 70 % de protéines, donc il faut en servir dans la ration. Parce que le seul matériel de construction pour du muscle, c'est la protéine. Donc, le gras ne peut pas se transformer en muscle, le sucre ne peut pas se transformer en muscle, c'est vraiment juste la protéine qui peut créer le muscle. Donc, c'est important d'avoir un bon niveau de protéines, mais ce n'est pas tout. Très important d'avoir des acides aminés essentiels ajoutés dans notre moulée. Parce que la protéine brute, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Okay? Les acides aminés, en fait, c'est la composition de la protéine. Donc, les acides aminés, la protéine, c'est une chaîne d'acides aminés. Okay? Et certains de ces acides aminés-là peuvent être produits par le cheval par lui-même, mais certains doivent être fournis dans l'alimentation parce qu'il n'est pas capable de les produire par lui-même. C'est ce qu'on appelle les acides aminés limitants. Puis pourquoi on utilise l'image du berry? Imaginez-vous que le berry, c'est la protéine brute. Chacune des planches est un acide aminé. Si on a une planche qui est plus courte que les autres, si par exemple on manque de lysine dans notre moulée,
ben, notre baril ne sera jamais plus plein que la planche la plus courte. Ce qui veut dire que tout ce qui est superflu à la lysine, tout ce qui est plus élevé, si on veut que la lysine va se faire flusher, tout simplement. Donc, c'est super important, quand vous regardez des listes d'ingrédients, de chercher pour avoir de la lysine puis de la méthionine dans les ingrédients pour aider vraiment à la masse musculaire à se développer. Parce que juste protéines brutes, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand est-ce qu'on est mieux desservir notre protéine? Avant l'exercice, ça ne donne rien parce qu'il n'y a rien qui va être assimilé pendant l'exercice. Par contre, dans les 45 minutes, on dit 30 à 45 minutes après l'exercice, autrement dit, quand il a repris son souffle et son rythme cardiaque, c'est là que c'est le plus efficace de servir notre protéine. C'est là qu'elle va être le mieux absorbée, puis c'est là qu'elle va mieux, dans le fond, réparer les muscles, qui se sont, les micro-déchirures qui se font au travail, qui sont tout à fait normales, qui permettent justement aux muscles de se durcir et de se renforcer. Mais il faut pour ça qu'il y ait du matériel de construction. Donc, dans les 30 à 45 minutes après l'exercice, servir un supplément avec de la protéine ou des choses comme ça, c'est là que ça va être le plus intéressant, que ça va être le plus rentable pour votre investissement. Les minéraux et vitamines vont être là, entre autres, pour la santé générale. Donc, c'est sûr que les besoins augmentent beaucoup avec les niveaux d'exercice. Plus le cheval travaille, plus il va accumuler, dans le fond, d'oxydants dans son système, plus ça prend d'antioxydants pour nettoyer ça, pour éviter justement les dommages au niveau des cellules musculaires, que le cheval soit raqué, tout ça. Quand on a un cheval qui est facile à garder rond, qui mange très peu ou pas de moulée, parce qu'il n'en a pas besoin pour sa cote de chair, il est déjà rond comme ça va être vraiment important d'y servir un supplément minéraux-vitamines parce que la moulée ne peut pas tout apporter quand on n'en sert pas la quantité qui est écrite sur l'étiquette, en fait. Besoins qui vont augmenter beaucoup aussi avec le travail, ben, les électrolytes. Ils en perdent beaucoup dans la sueur, on s'en va vraiment dans cette période-là. Donc, des électrolytes, en fait, c'est du sodium, du chlore et du potassium. Du potassium, ça, il y en a dans le foin au Québec parce qu'il y en a beaucoup dans le sol. C'est en plus, les champs sont fertilisés avec du fumier. Si votre cheval est au foin à volonté, inquiétez-vous pas, il ne manquera jamais de potassium. Sodium et chlore, c'est du sel, tout simplement. Okay? Donc, ajoutez 2 à 6 cuillères à soupe de sel par jour, ce qu'on appelle du sel à foin ou du sel à bétail, pas du sel iodé comme nous autres on prend, mais ça se vend à peu près 8-10$ pour 20 kg. Vous allez faire pratiquement 2 ans, 2 ans et demi avec un cheval pour une poche de sel. C'est vraiment un must, ça ne coûte rien. C'est super efficace pour les faire boire, puis ça aide aussi à refaire les électrolytes qui perdent dans la sueur. C'est super important, bien sûr, d'avoir toujours une source d'eau propre et fraîche à disposition. Les chevaux peuvent être un petit peu piqués sur leur eau, donc il faut que l'eau soit propre et qu'elle soit changée régulièrement. Au niveau des électrolytes, comme je dis, les électrolytes commerciaux, c'est bien, okay, dans les cas un peu plus urgents ou quand notre cheval ne veut pas prendre de sel. Mais en gros, c'est du sel, du potassium, de la saveur, puis du sucre, okay, dans des électrolytes commerciaux. Fait que si vous voulez y aller avec une petite formule plus économique puis très efficace, là, si votre cheval ne veut pas boire, par exemple, vous arrivez sur un terrain de concours puis votre cheval ne veut rien savoir de l'eau parce qu'elle ne sent pas comme à la maison, peu importe, il y a plein de raisons pourquoi les chevaux ne veulent pas boire. Un petit truc, vous mélangez 2 onces de sel avec 1 once de sucre, puis vous y shootez dans la bouche, soit avec de la compote de pomme ou du jus ou de l'eau. Okay? Mais vous pouvez faire ça aux 4 heures jusqu'à temps qu'il s'accote le nez dans la chaudière. Généralement, là, à 2e shot au plus, là, ils ont le goût de boire, OK? Il fait soif. Là, quand il a soif du sel et du sucre comme ça dans la bouche. Fait que c'est une bonne façon de les repartir à boire. Puis ça coûte pratiquement rien à faire. Puis un cheval qui va être déshydraté, ben, il va être plus à risque d'avoir des problèmes, entre autres, de comportement. Parce qu'un cheval qui est déshydraté, il peut venir aux 2 extrêmes. Ou il n'a plus d'énergie, il ne veut plus rien savoir. Ou à l'autre extrême, il devient excitable. Mais il n'est pas comme d'habitude. Okay? Fait que ça peut être une des causes, ça peut être la déshydratation. Ça augmente les risques de faire des crises de tying up. Ça augmente bien sûr les risques de colique par impaction. Puis comme je disais, les problèmes de comportement aussi. Puis pour savoir si notre cheval est déshydraté, la façon la plus facile, c'est juste de prendre une pincée de peau dans le cou. On veut que la peau revienne à sa place instantanément. S'il y a une hésitation, ça veut dire que le cheval ne boit pas assez. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'il prenne toute l'eau de son système dans son système digestif, pour l'envoyer dans le corps pour compenser. Et ça se peut que le pli cutané soit un faux positif, soit, dans le fond, que le pli revienne instantanément, mais que le cheval soit quand même déshydraté. Fait que la meilleure façon de savoir, c'est vraiment quand votre cheval vous fait un tas, peser sur une des boulettes. Okay? On veut l'écraser et on veut qu'il y ait de l'eau qui coule. On veut que ça se tienne, la boulette, comme une éponge qu'on écrase puis que l'eau sort. Okay? Si c'est le cas, puis on ne veut pas juste que ça soit mouillé en dessous, là, on veut que l'eau coule. Fait que si c'est le cas, il n'y a pas de problème, votre cheval a de l'eau dans le gros intestin, tout va bien. Pour les vieux chevaux, j'aime bien faire le pli de la paupière parce que souvent, ils ont la peau un peu plus molle, ça peut
avoir l'air pire que c'est, tandis qu'avec la paupière, là, on le voit bien. Autre chose qui est intéressante pour les chevaux de compétition, les vitamines du complexe B. Le cheval en produit par lui-même encore là dans son gros intestin pour subvenir à ses besoins quand il est en maintenance. Mais à partir du moment où on le travaille 3-4 jours semaine, c'est plus suffisant pour combler ses besoins, ce qu'il réussit à produire. Donc, ça vaut la peine d'en ajouter dans sa ration parce que les globules rouges servent à plein de choses. Ils vont servir, entre autres, à la production de globules rouges. Plus on a de globules rouges dans le système, plus on a de transport d'oxygène, plus on retarde la fatigue. Ça va aider au niveau de l'anxiété. La B1 va diminuer l'anxiété chez le cheval. En fait, un cheval qui est carencé en B1 devient anxieux. On comble la carence, il devient plus zen. Ça va aider au niveau de l'appétit. Le cheval va moins se faire piquer par les insectes aussi. Okay? La B1, elle sert, oui, contre l'anxiété, mais elle sert aussi contre les piqûres d'insectes. Étrangement, ça fonctionne super bien. Il va mieux utiliser chacune des calories que vous allez lui servir aussi. Donc, ça va être rentabilisé, dans le fond, la moulée que vous servez. Puis, ça vaut la peine là, pour les chevaux au travail. Ça fait une belle différence sur leur capacité. Bien sûr, vitamine E et sélénium, super important. Quand les chevaux travaillent, comme je disais, ils produisent de l'oxydation. Il y a besoin d'encore plus d'antioxydants pour venir nettoyer les muscles. Dans le fond, pourquoi on parle toujours de vitamine E et sélénium ensemble? C'est qu'ils travaillent conjointement là, au niveau de la résistance des cellules musculaires. Donc, cellules musculaires, mais les cellules en général. Donc, aussi les alvéoles des poumons. Donc, les chevaux qui ont tendance à bleeder, qu'on appelle, qui saignent du nez, là, mais en fait, ça saigne des poumons, c'est les alvéoles qui éclatent. Pardon. Quand on sert plus de sélénium, puis surtout du sélénium sous forme organique, ben, ça aide à protéger, là, dans le fond, contre le saignement là, au niveau des poumons. C'est bon aussi pour le système immunitaire, ce qui est toujours intéressant quand on est sur les terrains de concours, là, parce qu'on rencontre toutes sortes d'autres chevaux, il peut y avoir toutes sortes de maladies qui passent. On va être sûr que son système immunitaire soit au top pour être capable de combattre là, tout ce qui peut y arriver. Mais c'est important de savoir que tous les éléments sont essentiels. Okay? On parle beaucoup de vitamine E, sélénium. Les gens, souvent, ils vont rajouter juste vitamine E, sélénium, mais ils ne pensent pas aux autres choses. Il y a la vitamine A et D. Il y a le calcium, le phosphore, le magnésium, le zinc, le cuivre, le manganèse. Il y en a plein d'autres éléments qui sont tout aussi essentiels et qu'il faut penser aussi à servir, pas juste la vitamine E et le sélénium. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre un supplément qui est complet parce qu'on le sait que c'est déjà tout inclus dedans. En plus, il peut y avoir des interactions entre les minéraux-vitamines. Si, par exemple, on sert trop de zinc, le cuivre ne sera pas assimilé. Si on sert trop de magnésium, le calcium ne sera pas assimilé. Ça devient difficile quand on essaye de prendre à gauche et à droite des suppléments puis de s'en monter un complet, de réfléchir à toutes ces interactions-là. Même moi, je travaille des chevaux depuis toujours, puis je suis agronome, puis ça fait 15 ans que je fais ça. Je ne formulerai pas un supplément minéraux-vitamines. C'est extrêmement complexe. C'est vraiment les formulateurs qui font ça. Donc, si je peux vous donner un petit truc là-dessus, essayez d'y aller avec un supplément qui est complet. Comblez vos besoins en sélénium à partir de là, puis vous allez combler tout le reste en même temps. Maintenant, les aliments. On a vu les nutriments qui sont calories, protéines, minéraux et vitamines. Maintenant, on tombe dans les aliments. L'aliment principal, j'ai beau vendre la moulée, ça va toujours rester le foin. Okay? Pour moi, c'est super important. Puis ça m'est arrivé même de dire à des clients, regarde, tes coups de moulée, là, on pourrait les baisser. Là. On pourrait les baisser en choisissant un meilleur foin. Okay? Puis je l'ai fait, puis on a réussi aussi à baisser de beaucoup des coûts d'alimentation. Parce que mettre de l'argent sur le foin, c'est toujours payant. Okay? Si vous avez des chevaux de sport, des chevaux qui sont un peu plus difficiles à engraisser, qui ont besoin de beaucoup de moulée, idéalement, choisissez-vous le foin qui est le plus jeune possible. Comment on fait pour l'identifier? C'est un foin qui va avoir beaucoup de feuilles et très peu de tiges. Okay? Donc, le foin il est souple. Quand on fait une boule avec, là, ça ne pique pas. Ce n'est pas des gros cotons, c'est vraiment de la feuille. Puis, si on a un foin qui est trop mature, le risque, en fait, c'est que ça devient beaucoup moins digestible. Okay? Ces grosses tiges-là contiennent beaucoup de fibres non digestibles. Puis, ça prend du temps à digérer. Donc, ça prend de la place dans le système digestif et ça fait des bedaines de foin. Ce qui n'est pas dangereux. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui est à risque pour l'animal d'avoir une bedaine de foin, mais c'est toujours un petit peu gênant sur un terrain de show quand on a un gelding puis on se fait demander quand est-ce qu'il va pouliner. Okay? Mais en dehors de ça, ce n'est pas dangereux. Si on a du foin plus digestible, par contre, on a moins de risque d'avoir des bedaines de foin. Puis plus le foin va être mature, moins il va apporter de calories, moins il va apporter de protéines aussi. Donc, beaucoup moins intéressant comme valeur nutritive, puis ça va prendre plus de moulée. Okay. Quand on n'a pas le choix, parce qu'on est en pension, parce que cette année-là, ça a été difficile de faire le foin, peu importe la raison, on va essayer de servir une autre source de fibres qui va être plus digestible, comme des compléments de foin, comme la pulpe de betterave qu'on a vu tantôt. Tout ce qui est très élevé avec des fibres très digestibles pour venir compenser, ça va venir aider.
Puis de servir des cultures de levure aussi, ça va venir aider à digérer la fibre puis à faire baisser un petit peu la bédaine de foin. Donc, on choisit le premier critère, là, avant de choisir, bon, il est-tu grossier ou il est doux, bon, des choses comme ça, on ne veut pas de poussière. OK? C'est vraiment l'essentiel. Parce que ça aura beau être un super beau foin, puis avoir 16 de protéines, puis être à 2,3 mégacalories, s'il est plein de poussière, il ne servira à rien. Vos chevaux vont tousser, vous n'aurez pas plus de performance, au contraire, vous allez avoir juste des problèmes. Donc, on veut vraiment, premier critère, pas de poussière. Ensuite, comme je disais, souple, OK? Beaucoup de feuilles, peu de tiges. Idéalement, on veut qu'il soit vert. Okay? S'il a jauni, c'est parce que soit qu'il a traîné au soleil, soit qu'il y a eu une pluie dessus, il est obligé de le retourner, mais il perd de sa valeur nutritive. On veut qu'il sente bon. Okay? Même si vous pensez que vous ne connaissez pas ça, n'hésitez pas quand vous achetez du foin, ouvrez des balles de foin, mettez-vous la face dedans. Okay? C'est supposé sentir bon du foin, légèrement sucré. Si ça vous pique le nez à première respiration, si ça sent acide, des choses comme ça, vous allez le sentir, puis votre cheval aussi. Okay? Fait que vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. La luzerne, ça peut être très intéressant. Okay? C'est une source de... Dans le fond, c'est du foin, la luzerne, okay? Au même titre que du mie, mais c'est une plante qui est légumineuse. Donc, elle va apporter plus de protéines, plus de calcium, plus de calories. Okay? Encore faut-il qu'elle soit faite au bon stade et qu'elle soit bien séchée, mais ça peut vraiment être quelque chose de super intéressant. Donc, j'ai des clients moi, qui servent des foins presque exclusivement en luzerne, puis ça fonctionne vraiment bien, puis c'est des chevaux qui travaillent très fort, puis ils ont juste besoin de suppléments. Okay? Ils n'ont même pas besoin de mouler. Donc, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant d'introduire au moins une partie de luzerne dans le foin. Fait ici, on a 3 exemples de foin. Donc, si on regarde la photo en haut à gauche, donc le mie qui est encore un petit peu dans son enveloppe, c'est le stade de coupe idéal. Okay? Parce qu'on va avoir beaucoup de feuilles, peu de tiges, et c'est aussi raisonnable au point de vue du champ pour le volume, pour ne pas maganer le champ non plus, pas user les plantes, pour ne pas les brûler leurs réserves, tout ça. La photo en haut à droite, où on voit que le mie est tout en fleurs, là, on peut déjà voir que le ratio tige-fleur est très différent. Tige-feuille, pardon. Puis ça va être un foin qui va être idéal pour des chevaux trop gras. Okay? Si vous avez des Canadiens qui sont un peu trop ronds, des Haflinger, des choses comme ça, c'est le genre de foin que vous allez chercher. S'ils n'ont déjà pas de moulée et qu'ils sont trop gras, allez-y vers quelque chose comme ça. Et la photo en bas, c'est un foin parfait, mais pas pour le producteur qui fait le foin, parce que ça va user le champ, là, ça va vraiment utiliser trop les réserves des plantes. Mais ce qu'on voit en bas, c'est un mélange de luzerne et de mie. Ça, c'est vraiment top. Okay? C'est vraiment ce qu'on recherche pour des chevaux de sport, là, un peu plus difficiles à engraisser en particulier. Le foin, par contre, vous n'aurez pas avoir le meilleur foin du Québec, le meilleur foin de toute l'Est de l'Amérique du Nord, en fait. Il n'y aura jamais tout ce qu'il y a besoin pour combler les besoins de votre cheval. Donc, il va y avoir assez... Ce qu'on voit, en fait, sur le graphique, c'est que la ligne horizontale, c'est 100% des besoins du cheval et chacune des colonnes est un nutriment. Donc, le premier, c'est la protéine. Ensuite, on a les calories, la fibre, on a le phosphore. Tout ça, c'est comblé. Okay? Le calcium aussi. Par contre, quand on tombe dans le sélénium, il n'y en a pas. Il n'y a pas assez de zinc, il n'y a pas assez de manganèse, il n'y a pas de vitamines non plus dans le foin sec. Donc, c'est sûr que même si votre cheval est rond, okay, ça ne sera jamais suffisant pour combler tous ses besoins en minéraux-vitamines juste au foin, qui travaille ou qui ne travaille pas en fait. Ce qu'on veut, c'est servir au moins minimum vital 1,5 % du poids du cheval en foin ou en fibre longue. Quand on dit fibre longue, c'est 3/4 de pouce de long là, par jour. Okay? Fait que ça peut être les gros cubes de mie luzerne, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est dans le fond, on voit vraiment que c'est du foin compressé. Ça pourrait remplacer le foin. Mais les compléments de foin, même ceux qu'on fait, là, comme la nature, la fibre est trop courte pour remplacer tout le foin. Ça peut être super quand on a un foin qui est de moins bonne qualité pour venir ajouter de la fibre digestible, mais on ne peut pas remplacer tout le foin par ça, parce que si on n'a plus assez de fibres longues, il va manquer de mouvement dans l'intestin, puis on risque d'avoir des coliques. Donc, à éviter, bien sûr. Mais en moyenne, le cheval va manger entre 2 et 3 % de son poids par jour. Ce qui veut dire que pour un cheval dont 100 livres, il va manger à peu près 12-13 kilos au total par jour en matière sèche. Donc, en tel que servi, ou si vous le pesez chez vous, ça va faire au total à peu près 15 kilos moulés et foin, tout compris. Là. Et on veut toujours garder au moins 50 % de la ration en fibres. C'est assez rare qu'on arrive à 50-50, le foin et le grain, mais ça arrive dans, par exemple, les chevaux de course, des choses comme ça, où on est comme limite entre les deux, mais on ne veut pas passer cette ligne-là parce qu'on n'aura plus d'efficacité. Le cheval reste un herbivore, il a besoin de foin, il a besoin de fibres longues, puis il faut absolument y fournir si on veut que le reste fonctionne. Okay? Ce n'est pas comme un cochon qu'on peut nourrir juste à mouler. Là. Les chevaux ont absolument besoin de foin. Si on a toujours du bon foin disponible, on a moins de risque de colique parce qu'il y a toujours du mouvement au niveau du système digestif.
Moins de risque de fourbure aussi, parce que le gros intestin est plus stable. Puis tout ce qui déstabilise le gros intestin risque de relâcher des toxines et d'amener une fourbure. Et surtout, moins de risque d'ulcère. Surtout chez le cheval de performance là, qui est mené à avoir beaucoup de stress, qui travaille fort. Le fait d'avoir toujours du foin disponible, c'est sûr que c'est quelque chose qui va aider. Si vous avez des chevaux trop gras et que vous devez rationner le foin, je vous suggère fortement de le mettre dans des filets à foin, des slow feeders avec des tout petits trous, okay, 1 pouce par 1 pouce, pour vraiment les ralentir de manger, pour qu'il y ait toujours quelque chose à grignoter quand même, pas qu'il reste l'estomac vide trop longtemps. Donc, les fameux ulcères d'estomac sont très, très fréquents chez les chevaux de compétition. Ça, c'est dans le fond, un résumé d'études qui a été fait. Des études plus récentes que j'ai vues parlaient plus de 99% dans les chevaux de course carrément d'ulcères d'estomac, parce que plus un cheval va travailler, plus il va être à risque de développer des ulcères. Donc, plus il va aller vite aussi, plus ça va être intense, plus il est à risque. Notre cheval est fait pour grignoter 18 heures par jour. Okay? Si vous regardez un cheval au champ, il va avoir le natère de 16 à 20 heures par jour. Okay? Pourquoi? Parce que son estomac produit continuellement de l'acidité, contrairement à nous autres qui vont en produire juste aux heures des repas. Puis ça va assez vite. Okay? Quand ça fait, dans le fond, 3 heures que l'estomac est vide, donc à peu près 4 heures, 4 heures et demie après, 4 heures, 4 heures et demie après la dernière bouchée, l'estomac est complètement vide, il commence déjà à être inconfortable. Okay? En 3 heures, l'estomac vide, déjà, le cheval commence à avoir accumulé assez d'acidité pour se sentir inconfortable. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il est en train de mourir, là, mais déjà, ça ne va pas bien. Okay? Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est plusieurs heures de jeûne entre des repas, tout simplement. Okay? On veut qu'il y ait toujours quelque chose à grignoter dans le meilleur des mondes. Si vous ne pouvez pas le mettre dans des slow feeders, servez vraiment beaucoup de repas par jour. L'apport de concentré à base de grains, okay, ou tout moulé qui contient beaucoup de sucre, il faut faire un petit peu attention dans ces cas-là. De toute façon, on ne voudrait jamais aller à plus que 2,5 kg, on parle pour un cheval dont 100 livres, là, 2,5 kg d'une moulée à 20% de sucre et plus. Okay? C'est vraiment le maximum où on peut aller pour prévenir les problèmes d'estomac. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça change tout ça. Ce qui arrive quand on sert beaucoup de sucre, c'est qu'il y a une hormone qui s'appelle la gastrine qui va augmenter l'acidité au niveau de l'estomac, puis qui va rempirer, dans le fond, les risques d'ulcères. Tout ce qui est stress physique, okay? Maladie, blessure, c'est sûr que ça cause un stress au cheval, il est plus à risque de faire des ulcères. Plus le cheval va travailler, okay? Plus il va se faire compresser l'estomac, plus l'acidité va voler dans la partie, je vais vous montrer tantôt, là, qui est moins bien protégée pour l'acidité. Plus l'acidité revole, plus il y a des risques d'ulcères. Okay? Donc, plus le cheval travaille, plus il est à risque. Gardez toujours ça en tête. Okay? Même si ce n'est pas un cheval qui est stressé, même si ce n'est pas un cheval qui a l'air sujet à ça, plus il va travailler, plus il va être à risque. C'est sûr que le stress psychologique aussi peut causer des ulcères. Des chevaux plus angoissés, plus nerveux, quand on les déménage, quand on les change de groupe, des choses comme ça, c'est sûr qu'ils vont être plus à risque. Notre soumis de troupeau qui se fait toujours tasser, qui est toujours sur le qui-vive, il est plus à risque aussi. Okay? Les poulains sont à risque parce que leur estomac n'est pas aussi bien formé qu'un cheval adulte. Donc, surtout quand on envoie des chevaux des bourrages à 2 ans ou à 3 ans, leur estomac est plus fragile, ils vont nécessairement être plus à risque de faire des ulcères. Et tout ce qui est médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme la butazone, Prévicox, ces choses-là, diminuent en fait la production de mucus. Le mucus va venir protéger l'estomac, puis ça fait diminuer la quantité de mucus qui est produit, donc l'estomac devient plus fragile, plus sensible. Fait que les signes qu'on va voir chez un cheval qui a des ulcères, ça va ressembler à des petites coliques, mais on ne trouve pas pourquoi. Le cheval, tout d'un coup, se met à réagir quand on sangle, il se retourne puis il cherche à nous mordre ou il couche les oreilles, on voit qu'il est inconfortable. L'estomac, en fait, est pile au passage de la sangle. Okay? Fait que ça peut être un des signes. Des fois, c'est le poil qui vient terne. Le cheval salive beaucoup. Le cheval salive beaucoup, donc il cherche en fait parce que la salive, c'est une substance tampon. Donc, excusez-moi pour les chiens. La salive est une substance tampon, ça vient calmer l'acidité dans l'estomac, fait qu'il salive plus que nécessaire. OK? Donnez-moi juste une petite seconde. Tu es sur mute, Catherine. Pardon.
Je disais, le cheval qui va bâiller de façon excessive après l'exercice. OK? On descend, puis là, d'un coup, il se met à bâiller, pas une fois, là, mais 3, 4, 5, 6 fois, puis c'est un peu intense. Là. Ça peut aussi être des signes d'ulcère. Le cheval qui est combatif au travail. OK? On lui demande d'aller plus vite, ça ne tente pas. OK? Ou il demande des affaires plus forçantes, ça ne tente pas. Puis d'habitude, il le fait bien, ça peut être un signe aussi. Souvent, les chevaux vont arrêter de manger leur moulée. Okay? Ils vont bien manger leur foin, mais ils vont arrêter la moulée. Ça va être un signe aussi. Quand c'est l'inverse, généralement, c'est les dents, mais quand c'est la moulée, c'est vraiment plus les ulcères. Ça peut causer des diarrhées aussi. Okay? Un petit jus aussi après le fumier, des choses comme ça. Le cheval va grincer des dents. Il peut avoir des problèmes de comportement. Il va être plus agressif, plus nerveux. Il cherche à mordre. Il cherche à se mordre aussi. Puis des fois aussi, ils vont baisser leur consommation d'eau. Ce que ça amène, tout ça, c'est une baisse de performance. Okay? Le cheval, il ne veut pas se donner à 100% parce que ça fait mal, tout simplement. Okay? Il peut perdre du poids, il va perdre de l'appétit comme pour les concentrés, pour la mouler. C'est de l'inconfort, c'est de la douleur. Puis ça peut l'amener à roter. Okay? Le rot, en fait, c'est une conséquence de douleur à l'estomac. Le cheval, il cherche à s'accoter de un pour le faire, ça le fait saliver. Okay? Comme on a dit, la salive, ça vient calmer l'acidité. Il s'étire un peu, ça étire le système digestif, ça soulage un peu aussi, mais surtout, il pèse sur le point de libération d'endorphine. Donc, il se drogue, en gros. Okay? Fait que l'endorphine vient calmer le stress, puis tout ça, puis la douleur. Fait que c'est pour ça qu'il rote, dans le fond. Si on les accroche au tout début, okay, quand ils commencent à roter puis qu'on traite l'estomac, on peut s'en sortir. Si ça fait des années que c'est installé le rot, malheureusement, votre cheval, c'est un drogué à l'endorphine. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va le stresser, il va se remettre à roter. Ce n'est pas dramatique, à part le fait que ça use les dents en avant. Là. Mais je n'ai pas vu d'études qui prouvent que ça augmente les risques de colique. Parce que l'air ne dépasse pas l'estomac. Fait qu'il peut y avoir une petite distension au niveau de l'estomac, un petit inconfort, mais ça ne va pas plus loin que ça. Donc, juste à faire attention pour pas que ça commence, tout simplement. Là. Quand on peut les prendre au départ, ça va bien. La majorité des ulcères vont être situés sur la partie supérieure de l'estomac, puis d'autres vont en avoir un petit peu aussi à l'entrée du duodénum, qui est la sortie de l'estomac, dans le fond, vers l'intestin. Je vais juste vous montrer un petit peu. Donc, on voit ici sur la photo de gauche, okay, l'estomac qui est en santé, on voit que tout est beau, tout est rose, puis la partie plus foncée dans le bas, c'est là qui est la partie glandulaire qu'on appelle. Donc, ça, c'est la partie qui est bien protégée contre l'acidité, qui a du mucus, tout ça, puis qui est rarement à problème pour les ulcères. La partie problématique, c'est la partie du haut. Donc, la partie qui n'est pas bien protégée contre l'acidité. Et à chaque foulée de trop, et encore plus au galop, on compresse l'estomac et on fait voler cette acidité-là dans la partie qui n'est pas bien protégée. Pour, dans un cas, on s'entend un cas extrême, comme dans la photo de droite, là, développer des ulcères. Okay? Donc, plus le cheval travaille, plus il est à risque. Donc, les recommandations qu'on va faire pour les chevaux qui ont des problèmes d'ulcères, du foin de bonne qualité à volonté. Okay? Ou à tout le moins en plusieurs petits repas ou dans un filet à foin. Okay? Plus il va mastiquer, plus il va saliver, plus ça va calmer l'acidité. Le foin qui est élevé en luzerne, comme on disait, contient plus de protéines, contient plus de... Et ça aussi, ça vient comme substance tampon dans l'estomac, diminuer l'acidité. Fait que c'est intéressant. Donc, comme je disais, si on a un cheval obèse, là, on va essayer d'utiliser un filet à foin. Pour ce qui est des concentrés, si les concentrés sont nécessaires, okay, on va essayer d'y aller avec une moulée qui va être élevée plutôt en fibres et en huile pour, de un, diminuer la quantité de gastrine qui va être produite à cause du sucre, et de deux, ça va amener aussi une couche de protection au niveau de l'estomac, puis ça va aider à prévenir les ulcères. Plus, encore là, on va diviser notre quantité de repas, plus on va faire souvent saliver notre cheval, et plus on diminue les risques d'ulcères, puis on évite aussi de faire de la fermentation au niveau de l'estomac. En traitement et en prévention, c'est sûr qu'en traitement, okay, un cheval qui est plein d'ulcères, ça prend de l'oméprazole ou du sucralfate ou de la ranitidine. Il y a comme 4 ou 5 molécules maintenant là, qui peuvent être utilisées. Ça prend ça pour traiter. Okay? Ensuite, une fois qu'on a traité, ou si on veut prévenir le développement d'ulcères, il y a des produits comme notre nouveau supplément, Digestive Balance, qui sont à base d'algues rouges calcifiées. Et je peux vous montrer un paquet d'études là-dessus qui prouvent que vraiment, ça vient calmer l'acidité au niveau de l'estomac. Je l'ai essayé aussi sur mon cheval, ça fonctionnait super bien. Versus l'oméprazole, en dose de point de vue dose de prévention, mettons, versus notre produit, là, j'ai eu exactement le même résultat. Ça prend un produit qui est super appétant aussi. Okay? C'est super important. Si le cheval ne veut pas le manger parce qu'il ne sent pas bon, il ne goûte pas bon,
ne servira pas à grand-chose. Déjà qu'on a de la misère à faire manger des concentrés à ces chevaux-là. Donc, ça prend quelque chose qui est vraiment appétant. Puis, n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire là, pour faire scoper. Il y a de plus en plus de vétérinaires qui ont des caméras pour se rendre jusque dans l'estomac. Donc, vous n'êtes pas plus obligé partout d'aller à Saint-Hyacinthe là, pour faire le test. Donc, on peut vérifier l'état de l'estomac maintenant. Maintenant, notre moulée, on va la choisir entre autres selon notre type d'exercice. Okay? Si on fait un exercice anaérobique, donc comme on disait tantôt, courte durée, forte intensité, ça prend un minimum de sucre. Okay? Oui, ça peut provenir du grain, mais ça peut provenir aussi de la fibre, parce que la fibre, comme le foin, peut contenir entre 10 jusqu'à le plus haut que j'ai vu, c'est 27 de sucre dans un foin. Donc, ça peut être suffisant pour combler les besoins du cheval puis faire ses réserves en glycogène pour être capable de sprinter en cas de besoin. Puis dans un cas où on travaille en aérobie, donc longue durée et peu d'intensité, on va essayer de travailler plutôt avec du gras. La fibre aussi va être intéressante dans ces cas-là, mais ça va nous amener une énergie un peu plus à long terme. Fait que, dépendamment du type d'exercice, on va choisir notre moulée en conséquence. Puis n'hésitez pas à demander la composition de la moulée à vos fournisseurs. OK? Tout le monde est obligé de vous fournir une liste d'ingrédients et une analyse garantie des produits. Donc, n'hésitez pas à la demander. C'est la seule façon de vraiment savoir ce qu'il y a. Okay. Faites attention, par contre, au niveau de sucre que les compagnies peuvent vous donner, parce qu'il y en a qui ont des façons un peu imaginatives de calculer ça. Il y en a qui vous donnent juste les sucres solides dans les terres ou juste l'amidon. Ça prend les deux pour avoir le niveau de sucre total. Okay? On veut vraiment avoir les hydrates de carbone non structuraux au total quand on demande les niveaux de sucre dans une moulée. Fait que si quelqu'un vous arrive avec une moulée qui a 3 ou 6 de sucre, je peux vous dire que c'est physiquement impossible. Okay? Je demande à voir. Je demande à être confronté là-dessus, je n'ai pas de problème, mais c'est pratiquement impossible parce que l'ingrédient qui contient le moins de sucre, c'est l'huile, qui est à 100% pas de sucre. Mais tout de suite après, c'est les fibres, puis c'est les cales de soya qui a 6% de sucre. Fait que ce serait très difficile de faire une moulée en bas de ça. On va choisir aussi la moulée selon la facilité à engraisser. Okay? Les moulées ont différents niveaux de calories. Donc, si on a un cheval qui est très facile à engraisser, ça ne donne rien d'y aller avec des moulées très, très élevées en calories. Puis l'inverse, si on a un cheval difficile à engraisser, puis qu'on y va avec une moulée qui est faible en calories, ça va prendre tellement de volume que ce ne sera pas avantageux. Puis ça n'aidera pas le cheval non plus, parce qu'on va toujours garder le plus possible de foin dans sa ration. On va choisir la moulée aussi selon le tempérament. Okay? Pour les chevaux qui sont excitables, qui sont résistants à l'insuline, PSSM, toutes ces choses-là, c'est sûr qu'on essaie d'éviter des moulées qui sont élevées en sucre. On va y aller aussi selon le besoin de développement de la masse musculaire. Okay, niveau de travail exigé aussi. Certaines moulées vont contenir des acides aminés, comme je vous disais, chercher pour de la lysine, la méthionine, entre autres, ajoutées dans les moulées. Ça va vraiment aider au développement de la masse musculaire. Mais si on travaille très fort un cheval et qu'on n'apporte pas assez de protéines, on va carrément baisser sa masse musculaire. Même si on l'entraîne super fort, on peut diminuer sa masse musculaire. Donc, c'est vraiment important qu'il y en ait une quantité significative d'acides aminés dans vos produits pour être capable de créer de la masse musculaire et de la garder aussi, bien sûr. Donc, une fois que les besoins sont comblés, on connaît la quantité idéale de moulée, on a trouvé la bonne sorte de moulée pour bien balancer les besoins en calories et en protéines. Là, maintenant, c'est le temps de balancer les minéraux et les vitamines. Toutes les moulées sont complètes. OK? Mais pour ça, pour vraiment avoir une moulée qui est complète, il faudrait servir la quantité qui est écrite sur l'étiquette. Okay? C'est ça que ça vous dit, en fait, les quantités écrites sur l'étiquette. Vous avez sûrement déjà remarqué, il va être écrit, exemple, pour un cheval de 500 kg, l'exercice modéré il devrait recevoir 5 kg de moulée. Ça ne veut pas dire que votre cheval a besoin de 5 kg de moulée. Okay? Ça veut dire que si vous servez 5 kg de moulée, vous n'avez pas besoin d'ajouter de minéraux et vitamines. Par contre, si vous servez moins que la recommandation sur l'étiquette, peu importe la compagnie, on doit ajouter des minéraux et vitamines pour venir combler les besoins du cheval au complet. Okay? Donc, très important de vérifier la quantité de moulée que vous servez par rapport aux recommandations et balancer vos suppléments. Fait qu'on va choisir son supplément, entre autres, avec des minéraux et vitamines de qualité dedans. Entre du sélénite de sodium et du sélénium organique, on n'aura pas du tout la même façon d'absorber. Le sélénite de sodium, qui est la forme standard, qui coûte moins cher aussi, si votre eau est ferreuse ou calcaire ou des choses comme ça, le fer et le sélénium vont se coller ensemble, ils vont précipiter, puis l'animal n'est plus capable de les assimiler. Donc, ça passe tout droit. Tandis qu'avec le sélénium organique, on est sûr que ça sera à sa place. C'est vrai aussi pour le zinc, le cuivre et le manganèse. Donc, c'est des oligo-éléments, dans le fond, que s'ils ne sont pas chélatés, ils risquent de se faire chélater par d'autres choses que vous ne voulez pas, puis que le cheval soit plus capable de les assimiler. On veut qu'ils soient bien balancés aussi.
OK? Par expérience, il y a certains suppléments dans le champ qui ont l'air super beaux sur étiquette, mais qui ne se balancent pas. Je nommerai pas de nom, là, mais j'en ai un en tête, entre autres, qui le niveau de sélénium par rapport aux vitamines A et D est vraiment disproportionné. Fait que vous avez deux options avec un supplément comme ça, ou vous servez la moitié de la quantité de sélénium, puis vous êtes correct dans les taux de vitamine A et D, ou vous servez la quantité de sélénium dont votre cheval a besoin, et vous tombez à des niveaux toxiques en vitamine A et D. Fait que c'est bien beau sur une étiquette de dire « Ouais, mais celui-là, il y a plus de vitamine A et D. » Oui, mais est-ce que ça balance? Est-ce qu'on est capable de servir assez de sélénium? Parce qu'entre autres, si on a trop de vitamine A, ça peut donner le cancer. Puis trop de vitamine D, ça peut donner, ça fait calcifier les tissus mous. Genre calcifier les tendons. Okay? Je ne suis pas mal sûre que ce n'est pas ce que vous recherchez. Donc, super important là, de vérifier ça. Puis, on veut aussi que ce soit appétant. Okay? Parce que ça aura beau être le meilleur supplément du monde, le mieux balancé du monde. S'il reste dans le tub, il ne sert à rien. Okay? Fait qu'il faut aussi que le cheval veuille le manger. Quelle quantité de supplément il faut donner? Bien, ça dépend de la quantité de moulé qu'on sert. Comme on disait tantôt, si on sert 1 kg de moulé ou 4 kg de moulé, on n'apporte pas la même quantité de minéraux et vitamines. Ça va dépendre du poids du cheval. C'est sûr qu'un cheval de 1000 livres et un cheval de 2000 livres, ils n'ont pas les mêmes besoins. Il faut vraiment y aller selon son poids. Et son niveau d'exercice. Ça, on va s'entendre là-dessus, OK? Parce que tout le monde pense que leur cheval travaille super fort. Tout le monde me dit que leur cheval est à l'exercice intense. Mais en réalité, un cheval à l'entretien, jusqu'à 2-3 petits travails tranquilles par semaine, c'est de l'entretien. OK? Exercice léger, c'est 2-3 fois, jusqu'à 4 fois de travail par semaine. Donc, le cheval, il a chaud, puis il pompe un peu. Okay? Je ne veux pas qu'il dégoûte à terre nécessairement, là, mais il faut qu'on voit que ça a travaillé. Okay? Exercice modéré, c'est les chevaux qui se préparent pour aller au show, en gros. Donc, 5-6 jours semaine de travail. Puis, exercice intense, c'est plus rare. Ça va être les chevaux de course, les chevaux de polo, les chevaux de cross-country de haut niveau. Ils sont un petit peu plus rares, ceux-là. Généralement, ça se situe entre léger et modéré. D'autres suppléments qui peuvent être intéressants, comme on parlait un peu tantôt, les produits de protection pour l'estomac, okay, pour venir prévenir les ulcères, puis que notre cheval soit confortable et qu'il puisse performer à son maximum. Des oméga-3, toujours intéressant aussi. C'est un bon anti-inflammatoire naturel. Ça va aider pour les inflammations au niveau des articulations, mais aussi l'inflammation au niveau des voies respiratoires, quand on a un cheval qui a des allergies, des choses comme ça. Ça va aider pour l'arthrose. Donc, ça, c'est toujours intéressant, les oméga-3. Les pré, les pros et les post-biotiques vont être intéressants, entre autres, pour la stabilité dans le niveau du gros intestin. Okay? Quand on change notre cheval tout le temps de place parce qu'il va au chaud, on change un peu de foin, il rencontre d'autres chevaux, il y a le stress du transport, tout ça, l'intestin est challengé. Okay? Donc, si on peut servir des pré, des pros et des post-biotiques, on vient aider à l'intégrité de l'intestin, le cheval va mieux assimiler, moins de risque de diarrhée, moins de risque de problème. Donc, levure, produits de fermentation de levure sont très intéressants pour ça. Et les postbiotiques, il y a des études qui ont sorti qui montrent que quand on a des bons postbiotiques, il y a moins d'inflammation dans les articulations au travail. Il y a moins de facteurs inflammatoires. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un groupe test puis un groupe avec postbiotiques. Puis ils ont pris des ponctions au niveau des articulations après le travail. Puis les chevaux qui avaient reçu des postbiotiques avaient beaucoup moins de facteurs inflammatoires que les chevaux qui n'en avaient pas reçus. Donc, ce que ça nous dit, c'est que ça aide à protéger les articulations au travail. Donc, moins de risque de développement d'arthrose trop tôt. Là. Donc, un petit exemple de ration pour un cheval de compétition, okay, 500 kg ou 1100 livres, il y a une belle cote de chair en bonne santé, okay, nourri avec un foin de qualité. Il va avoir peut-être autour de 10 kg de foin par jour, 2 kg de moulé, à peu près 1 kg de supplément. Moi, j'aime beaucoup Excel HD, entre autres, parce qu'il est très élevé en calories, très faible en sucre. Donc, quand on veut garder une bonne tête, mais avoir suffisamment de calories, super intéressant. L'optimal, son avantage, c'est qu'il contient 30 de protéines. Donc, super intéressant pour le développement puis le maintien de la masse musculaire pour ces chevaux-là qui travaillent fort. Des vitamines B, okay, 90 grammes, ça aide à calmer, ça aide à avoir de la résistance au travail, mieux utiliser les calories. Du digestive balance pour venir protéger l'estomac, okay, notre cheval a le goût de travailler, et du sel pour prévenir la déshydratation et pour refaire les électrolytes dans le système. Qu'est-ce qu'on cherche à un cheval de performance? Bien, une bonne digestion, okay? Une efficacité, une stabilité au niveau de l'intestin. Okay? Super important. Un bon système immunitaire. Le cheval est beaucoup stressé en concours, le transport, l'exercice, la rencontre avec des autres chevaux, la performance. Nous autres, on est stressés aussi, on les stresse. Donc, ça prend un bon système immunitaire. Supplément de levure, okay? Comme on disait pour l'intestin, des vitamines du complexe B, vitamine C, ça va aider aussi au système immunitaire.
On veut aussi une bonne récupération après l'exercice. OK? C'est rare qu'on a une shot à faire dans toute notre journée. Si on est en chasse, exemple, on va avoir deux concours, un plat, deux parcours, un plat. Si on fait en baril, ça se peut qu'on fasse plus qu'une go dans la journée. Donc, on veut qu'il récupère rapidement, puis qu'il soit bien, puis qu'il ne soit pas raqué non plus après l'exercice. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il soit bien hydraté, qu'on refasse les réserves en glycogène, OK, pour être capable de retravailler après, puis qu'on aide aussi à régénérer les muscles avec la protéine puis le sélénium, vitamine A. On est maintenant rendu aux questions. Ah, puis juste avant qu'on commence les questions, juste une petite parenthèse sur Purina Connect. OK? C'est notre service en ligne. Il est ouvert tous les jours de 9h à 18h. Les jours ouvrables, on s'entend pour la fin de semaine, du lundi au vendredi. C'est des gens compétents qui sont là pour répondre à vos questions. Et ça peut être aussi large que je viens de m'acheter un cheval, qu'est-ce que ça mange? Puis je vous dis, on l'a déjà eu. Puis ça peut être aussi précis que c'est quoi le niveau de cobalt dans le senior. OK? On a des réponses à tout ça. Puis vous ne serez pas transféré 14 fois à un autre poste. La personne qui est là, c'est pas non plus une secrétaire en Inde. Okay? C'est des gens qui sont basés au Québec, qui sont bilingues, puis qui peuvent vous donner un bon coup de main et répondre à toutes vos questions. Fait qu'il ne faut pas gêner pour nous contacter. Super. On peut passer, je vais répondre à une question que j'ai déjà répondu, mais la conférence va être disponible sur YouTube. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez oublié un petit bout, dans 3-4 mois, vous voudriez ressavoir, ça va toujours être disponible sur notre YouTube. Donc, on a quelqu'un qui pose la question, Catherine, pourquoi est-ce que le sel de table, sel iodé, n'est pas recommandé? Parce que les chevaux sont sensibles à l'iode. Ça serait surprenant que ça en devienne toxique, mais en prévention, OK? Parce que le cheval, dans le fond, quand on se fait trop d'iode, il peut devenir soit en hyperthyroïdie ou en hypothyroïdie. L'hyperthyroïdie va faire qu'il va, dans le fond, il va perdre du poids, OK? Puis l'hypothyroïdie va faire le contraire, il va se mettre à engraisser. Mais on affecte la glande thyroïde, en fait. Fait qu'avec du sel pur, on n'a pas ce risque-là. Même chose pour les blocs de sel, on va toujours choisir le blanc parce que c'est du sel pur. Parfait. Après ça, on a à partir de quel niveau d'excès les vitamines A et D peuvent être toxiques? À partir de 700-800% des besoins à peu près. Parfait. On a répondu à notre première set de questions. Après ça, on a qu'est-ce que vous recommandez comme produit à donner après l'exercice pour aider la réparation des muscles? Moi, j'aime beaucoup Optimal, OK, parce qu'il contient 30% de protéines. Fait que si on est capable de garder ça pour juste après l'exercice, c'est vraiment l'idéal. OK, parce que c'est là qu'il va vraiment super bien assimiler, puis il y a beaucoup d'acides aminés ajoutés dedans. Fait que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Fait que, en fait, un supplément avec de la protéine dedans. Fait que ça, c'est bon. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions écrites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question là, à main levée, donc de vive voix? Soyez pas gênés, à chaque conférence, là, on a des questions super spécifiques sur des chevaux, là, puis Catherine est là pour ça, inquiétez-vous pas. Puis sinon, comme Catherine elle a dit, là, si jamais vous avez une question qui arrive plus tard, n'hésitez pas à leur écrire, là, puis ça va leur faire plaisir là, de répondre à vos questions là, en tout temps. Donc, je vais juste refaire le tour, voir si on a d'autres questions. Pour l'instant, Ouais, parce qu'il n'y a pas de questions niaiseuses, il y a juste des réponses niaiseuses. N'hésitez pas. On en a une nouvelle. OK. Comment fait-on pour savoir si notre cheval a une carence? Si à regarder et au travail, il a l'air de bien aller, est-ce qu'on devrait quand même vérifier son alimentation? Je ne sais pas si je te l'ai bien lu, là. T'as-tu compris? Je comprends le sens de la question, oui. Ben, en fait, moi, j'aime bien travailler en prévention. OK? Moi, je ne suis pas vétérinaire, fait que je ne suis pas là pour réparer, je suis là pour prévenir. Fait que oui, je le suggère parce que ce qui peut arriver, c'est que c'est pas. Si le cheval est carencé pour 2 mois, on ne verra pas une différence immédiate. C'est vraiment sur quelque chose qui se bâtit sur le long terme. Exemple, un cheval qui va être carencé en sélénium, ça peut prendre 7 à 10 ans avant de mourir d'une carence en sélénium. Fait que les signes apparaissent tellement doucement que des fois, on ne sait plus. C'est-tu parce qu'il y a eu une mauvaise journée ou c'est parce qu'il est carencé en sélénium? Ou c'est-tu parce qu'il fait plus froid aujourd'hui, que ça y tente moins? T'sais? Ça devient difficile de mettre le point vraiment sur il y a une carence en minéraux-vitamines. Donc, si on travaille en prévention, ben, on met toutes les chances de notre côté. Parfait. Fait que ça, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que
penserais pas. On a quand même laissé un petit moment pour poser les questions. Ah, OK. On en a une autre. Ça arrive toujours juste au moment, là. Donc, votre nouveau supplément, Catherine, donc la Digestive Balance, est-ce que c'est c'est une moulée complète ou c'est comme un complément qu'on donne pour prévenir les ulcères? C'est vraiment un complément. Okay? Ce qu'on appelle un top dress. Là. Fait que vous n'avez pas à changer rien d'autre dans votre ration, juste ajouter ça tout simplement. Fait que ça nous permet de le mettre ou de l'enlever quand on en a besoin. Parce que généralement, comme l'hiver, mettons, il y a un peu moins de stress, il travaille un peu moins fort, on peut l'enlever puis le remettre juste l'été sans avoir à jouer avec le reste de la ration. OK. Puis ça ne vient pas faire de différence. Tu sais, comme, mettons, si on donnait déjà des suppléments de Purinal, mettons, comme lui que tu parles toujours, est-ce que ça ne vient pas comme. Il n'y a pas trop de suppléments, là, ça ne vient pas. Il n'y a pas d'interaction. OK. Non. Parfait. On l'a fait dans ce but-là, dans le fond, de pouvoir juste le rajouter par-dessus sans rien changer. Parfait. Pour que ça soit trop compliqué. Après ça, il y a quelqu'un qui te pose la question, c'est quoi la différence entre, je pense qu'il parle encore de ton supplément, là, mais c'est quoi la différence entre votre nouveau supplément et le, non, en tout cas, quelle est la différence entre le Equalizer et le Easy Balance? Mais je ne suis pas sûre que ça faisait si elle parlait de ton nouveau supplément. Non, c'est effectivement 2 suppléments minéraux-vitamines. L'Equalizer, en fait, va apporter de la protéine, tandis que le Easy Balance n'apportera pas. L'Equalizer est à 12 de protéines, puis l'autre, quasiment au même niveau, mais en fait, le problème, c'est que la quantité qu'on sert. Okay? C'est que l'Equalizer, mettons, pour un cheval dont 100 livres au travail léger, il va avoir besoin d'à peu près 1,1 à 1,2 kg d'Equalizer par jour, mais il va avoir besoin de 250-275 grammes d'Easy Balance. Fait que c'est la concentration qui est la différence. Okay? Mais c'est sûr que les Easy Balance est très concentré, on n'a pas besoin d'en servir beaucoup, mais il n'y a pas l'apport en protéines qu'on aurait avec l'Equalizer. Fait que c'est ça les principales différences. Parfait. Est-ce que vous recommandez à tous les chevaux de compétition de prendre du Digestive Balance en prévention, même s'ils ne présentent pas de signes d'ulcère? S'il n'y en a jamais fait et qu'il n'y a pas de signe du tout, non, ce n'est pas tous les chevaux qui en ont nécessairement besoin. Okay? Puis ça dépend toujours de la discipline qu'on fait aussi. Quand on fait de la plaisance, c'est moins stressant que quand on fait du cross-country, exemple. Okay? Où là, on galope à fond tout le long. Fait que ça dépend aussi de la discipline. Puis il faut vraiment observer notre cheval. Si on voit des changements dans son comportement, c'est le temps d'en introduire, mettons. Pour les oméga-3, si je veux en donner pour aider au système respiratoire pour un cheval, entretien, sans grand exercice, combien dois-je en donner environ? Ça dépend du produit qu'on donne. Okay? Si on parle de graines de lin, pour avoir une efficacité, c'est au moins une tasse de graines de lin moulues par jour pour un cheval autour de 1000 livres. Okay? Si on parle d'huile de caméline, un 30 à 60 ml par jour, ça peut être suffisant. C'est très concentré. Fait que ça dépend aussi de la source qu'on utilise, là, mais le curcuma aussi, c'est un bon anti-inflammatoire naturel. Une cuillère à thé par jour. Là. Vous allez au Bug Barn, je ne veux pas faire de pub pour d'autres compagnies. Acheter ça en vrac. Puis ça coûte vraiment pas cher, puis c'est un anti-inflammatoire assez puissant. OK. Parfait. Donc ça, c'est répondu. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vais prendre le temps de te remercier. Je vais remercier aussi toutes les personnes qui sont là. Et puis, comme on a dit là, de nombreuses fois, n'hésitez pas à contacter Purina si vous avez des questions. Puis, n'hésitez pas aussi là, à revoir la conférence là, sur YouTube. Puis sinon, attends, une dernière question avant qu'on finisse. Est-ce qu'on peut donner des oméga-3 et du curcuma ensemble, Catherine, ou c'est trop? En fait, le curcuma est plus puissant encore que les oméga-3 comme anti-inflammatoires. Fait que si vous êtes capable de faire manger du curcuma, vous n'avez pas nécessairement besoin d'oméga-3. Parce que c'est pas tous les chevaux qui aiment le curcuma. C'est ça qui peut bloquer, mettons. Oui, c'est sûr que ça va être c'est en poudre en plus. Ouais. Puis que ça sent différent. Fait que les chevaux étant pas capables de vomir, ils font bien attention à ce qu'ils rentrent. Fait que ça se peut que ce soit un petit peu plus difficile à faire passer que des oméga-3. Parfait. Fait que, merci. Il y a plein de gens là, qui disent merci dans les questions. Donc, merci à tous. Merci, Catherine. Puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à tout le monde d'avoir été là. Très gentil. Bye. Bye.